Mais bon, moi, j'ai vraiment pas du mal à raconter cette histoire-là, quoi. Tu vois, c'est mon histoire. Et je pense que c'est même tous ces challenges-là qui font vraiment de moi qui font de moi ce que je suis, quoi. Tu vois, je ne suis pas, je ne prétends pas être, je sais pas qui. Mais je pense que chaque fois que je fais un pas en avant, c'est parce que j'ai pu surmonter ces épreuves-là, tu vois. Et Mhm. aujourd'hui, moi, quand je prends la parole, j'ai toujours envie de parler au nom de ces personnes qui ne sont pas diplômées, mais qui peuvent réaliser des choses parce que c'est ce que je suis. Hello, hello everyone. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diatalaku Effect. Donc, comme à l'accoutumée, je suis votre hôte Claudel Kamgan. Et aujourd'hui, j'ai un épisode avec Anissé Nemani, le CEO et fondateur de Beamster. Donc, Anissé, c'est un frère camerounais qui a une expérience assez intéressante. Donc, il nous parlera de son parcours entre le Cameroun, l'Afrique du Sud, la France, et puis l'idée derrière Beamster, comment ça a été créé. Donc, épisode très intéressant. Donc, comme à l'accoutumée, je vous invite à me laisser des commentaires et remarques. Et j'insiste là-dessus parce que les prochains épisodes, j'ai envie de changer un peu la donne. Et avant de changer, j'aimerais savoir si vous m'avez écouté jusqu'à présent, n'hésitez pas à me dire quels sont, je sais pas, votre épisode préféré, ce que vous avez aimé, pas aimé. C'est super important et crucial d'avoir ce feedback pour savoir comment améliorer le podcast, améliorer les épisodes d'après, améliorer certaines conversations. Donc vraiment, vraiment, j'insiste, n'hésitez pas. Claudel@atalaku.africa ou alors social media, je suis sur Twitter, Instagram, vous trouvez partout un peu facilement. Donc merci pour tout encore une fois et bon écoutement à vous, comme on dit. J'espère que vous allez aimer cet épisode avec Anissé. Et un dernier point, c'est le son, vous allez voir, il n'est pas forcément très bon. On a eu des difficultés un peu sur certains passages, donc mes excuses. Je pense que ça n'enlève rien à l'expérience. Heureusement, le contenu reste, je pense, de qualité. Donc voilà, enjoyez et à très vite. Anissé, je suis avec Anissé Nemeni aujourd'hui. Anissé, bienvenue et merci beaucoup de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Merci Claudel. Pour moi, c'est un honneur d'être invité aujourd'hui. Tes podcasts, je les suis souvent avec beaucoup d'attention. Et aujourd'hui, je suis l'invité, donc je suis super content d'échanger avec toi et j'espère qu'on passera un bon moment. J'espère également, merci Anissé. Donc je vais commencer un peu avant de se lancer dans ton parcours professionnel ou même de parler de Be in Music Street. Je veux parler un peu de toi, donc de faire en sorte que moi ou bien ceux qui nous écoutent te connaissent un peu plus. Donc est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi au Cameroun? Alors, où est-ce que je suis né? Je pense que c'est Mimoman, Ungusto, mais j'ai véritablement grandi à Montéjouvence. C'est là-bas qu'on a fait tous les 400 coups, quoi. C'est Montéjouvence. Il y a Ok. Montéjouvence, c'est dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier que j'apprécie énormément, qui m'a vu grandir. Un quartier à qui je dois tout, quoi. C'est à Yaoundé au Cameroun, à Montéjouvence, exactement. Donc quel est le lycée que tu as fait au Cameroun? Alors, le lycée, j'ai commencé à Jean Tabi en sixième. Après, je suis allé au lycée de Mendon. Et après, je suis allé au collège Fleming où j'ai fini, quoi. J'ai beaucoup bougé là parce qu'il était trop turbulent. Déjà, c'est bien de le reconnaître. On va faire un coucou aux élèves actuels de Fleming, Jean Tabib, lycée de Meudon. Donc, parle-nous un peu de ton parcours après le bac. Donc, que s'est-il passé entre le bac et l'Afrique du Sud? Alors, entre le bac, après le bac, j'ai commencé à faire des cours d'allemand à l'Institut Goethe parce que j'ai ambitionné de partir du côté de l'Allemagne pour suivre mes études. Et après, le truc, c'est que lorsqu'on est déjà dans cette démarche de partir ailleurs, souvent, on ne pense pas à faire autre chose. On ne se dit pas que ça peut ne pas marcher. Et ça, c'était particulièrement mon cas. J'étais à fond. J'ai beaucoup donné pour avoir les diplômes nécessaires. C'était le ZIDAF, on devait obtenir le ZIDAF. Ce n'était pas nécessaire d'obtenir le ZIDAF, mais bon, vu que les cours de langue étaient beaucoup plus chers en Allemagne et ce que beaucoup de gens font quand même, c'est qu'ils veulent obtenir ces diplômes-là avant de se déplacer, quoi. Et donc, Mhm. l'objectif pour mes parents, c'était que j'ai le ZIDAF, il fallait que
Et puis, je me suis dit, OK, je mets le Turo. Et une fois que j'ai le ZIDAF, je suis en Allemagne, quoi. Sauf que avoir les meilleures notes et tout n'était pas suffisant. Je n'ai pas eu de visa. Et je me suis dit, OK, c'est la première année parce que pour avoir ce ZIDAF, il fallait faire minimum 8 mois de cours. Et ça fait déjà une année qui est partie. Et cette année, tu n'obtiens pas le visa. Tu te dis, OK, je vais essayer à nouveau la deuxième année. Et puis, au final, c'est 2 ans qui s'écoulent. Je te dis, non, mais j'ai perdu un temps énorme. Ça veut dire que mes camarades, eux, ils sont en train de faire, ils sont en année de licence. Et puis, c'était la jeunesse avec ses folies de grandeur, ses ambitions, ses principes. Je me suis dit, non, les camarades, ils sont trop avancés. Pour moi, c'est vraiment pas cool de recommencer comme ça et tout. Ce serait mieux que j'aille dans un autre pays, même si c'est pas l'Allemagne, et que je fasse mes choses là-bas et qu'on entende parler de moi lorsque j'ai déjà réalisé quelque chose de grand. Et puis, j'ai pensé à l'Afrique du Sud parce qu'il y avait un cousin et ami qui était là-bas et qui me disait que c'était super cool et que ça n'avait rien de différent de l'Europe, au contraire. Et donc, c'est comme ça que je m'envole pour l'Afrique du Sud. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé entre le bac et l'Afrique du Sud, quoi. Mais c'était pas que des cours de langue, il y a eu des cours de langue, après des cours de langue, on a passé des moments à ne pas avancer à l'école, quoi. Plus à ne rien faire, entre guillemets, quoi. Je me rappelle, à l'époque, on était nombreux au quartier, et puis un jour, on s'était dit que finalement, on va appeler notre secteur. Le secteur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le coin, quoi. Notre coin au quartier, on va l'appeler Carrefour, j'ai raté ma vie, quoi. Tellement je ne regrette rien, je pense que c'était les meilleurs moments de la vie. Tout ce que j'ai fait de négatif à ce moment-là m'aide aujourd'hui positivement. Ok, non mais super. Enfin, merci encore une fois de nous en parler. Effectivement, à l'époque, je sais que le ZIDAF, c'était un peu considéré comme la porte d'entrée pour l'Allemagne. Mais dans ma tête, j'avais l'impression que l'obtention du ZIDAF, c'était automatiquement le visa. J'avais aucune idée qu'il y avait moyen de passer le ZIDAF et de quand même ne pas avoir son visa. C'est l'erreur qu'on a fait. On se disait que bon, c'est pour passer le PC, pour les voyager, à quoi. On va faire ça de très vite, très vite, très bien. Et c'est ce qui s'est passé, mais non. Et tout de suite, tu te prends une porte, quoi. Et là, tu n'as pas de plan B, pas de plan C. C'était le seul plan. Et c'est comme ça que tu navigues à vue, quoi. On était un peu victime de ça. Ok. C'est clairement un moment difficile pour toi. Et bon, comme tu dis, on se connaît en Afrique, au Cameroun en général. Donc, tu as eu, j'imagine, la famille, quelques amis, les potes du quartier pour te soutenir. Et du coup, tu te dis, tu vas en Afrique du Sud. Donc, en Afrique du Sud, tu m'as dit que tu avais un cousin sur place. Quelle était l'idée? L'idée, c'est d'aller faire une licence, un master. Dans quel domaine? Quel était le plan pour l'Afrique du Sud? Le plan pour l'Afrique du Sud, c'est que j'avais pas de plan. J'avais pas de plan. Je voulais juste partir. Je savais que je suis pas bête, je suis un battant. Je voulais juste être loin. Et je savais que pour moi, j'étais confiant. Je me disais que quel que soit l'endroit où je me trouve, je peux faire des choses bien. Tu vois, j'ai juste essayé de regarder, est-ce que l'Afrique du Sud a des bonnes écoles? Est-ce que je peux avoir c'est intéressant là-bas et tout. Je me suis dit, et la réponse était oui. Mais comment est-ce que je vais payer cette école-là? Parce qu'ils ont des écoles qui sont même beaucoup plus chères que certaines écoles ici en France, par exemple. Mais comment est-ce que tu vas payer la scolarité? Comment tu vas pouvoir tenir 5 ans? Je ne savais pas. Je voulais juste partir. Et pour moi, c'était aussi intéressant parce qu'à la base, je me challenge. Et je sentais que c'était un challenge puissant qui m'attendait là-bas parce que j'avais pas de visibilité sur ce que j'allais faire ou comment j'allais faire, mais j'avais l'ultime condition qu'il fallait que je me déplace et que j'aille affronter ces challenges pour devenir un homme. Et c'est comme ça que je fais en Afrique du Sud. Mon plan, c'est que j'ai pas de plan. Ok, mais enfin, c'est quand même incroyable parce que du coup, en partant du pays, tu n'avais pas d'inscription dans une école, tu partais vraiment. Donc, tu as demandé un visa touristique, j'imagine, et tu t'es dit, tu vas Oui, arriver sur place et débrouiller. bien sûr, j'ai dit que je pars en aventure. Et que c'était bizarre quand même parce que les gens, si tu veux, sans vouloir insulter les autres et tout, mais beaucoup de personnes qui vont en aventure, des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'ouverture côté école et autres. Moi, ça n'avait rien à voir. J'avais des possibilités de fréquenter. C'est pas comme si je ne faisais rien et la seule solution qu'il y avait, c'était de partir en aventure. Et je savais même pas ce qu'était l'aventure.
Non, mais j'ai décidé de partir en aventure. Je me suis dit, bah, tu as des gens qui n'ont pas forcément. Ça, c'est ce que je me suis dit, je ne sais pas moi, c'était en 2011. Tu vois ce que je veux dire? En Mhm. 2011, il y a des gens qui partent, ils n'ont même pas schools, ils s'en sortent. Quelqu'un comme moi qui est préparé, machin, je sais que je ne suis pas bête. Je fais comment je vais m'en sortir, dis donc. Et c'est comme ça que c'est un peu la folie. Et c'est normal, c'est pour notre âge, on ne réfléchissait pas plus que ça. Mais en même temps, ce sont ces risques-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Pas. Ah, mais c'est sûr. Ça veut dire que quelque part, quand tu dis que tu avais une grosse confiance en toi, et quand tu partais du coup du pays en 2011, tu avais quel âge? Je partais du pays, je sais que j'avais que l'âge, je me rappelle pas, je sais que j'ai commencé quand j'étais. Ok. Waouh, ok. Donc, dis-nous un peu ce qui se passe en Afrique du Sud. Tu arrives sur place avec un visa touristique, tu as ton cousin sur place. Quelles sont les étapes donc qui te mènent à faire, à rencontrer, enfin à commencer dans la maintenance informatique ou bien même le marketing? Ah, mais là, c'est la catastrophe, quoi. Euh, Ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. C'est 700 000 fois plus difficile. Il n'y a pas d'ouverture. C'est comme s'il n'y aura pas d'ouverture même dans 10 ans. Ouais, j'arrive là, je suis dépassé par les événements, quoi. C'est beaucoup plus fort que ce que je pensais. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus. En fait, comme on dit souvent, le retour en zone est une faute, quoi. Je sais juste que je ne peux plus faire retour en zone, mais, mais je n'ai pas de solution pour avancer. Ouais, du coup, je pense que j'ai passé les moments les plus difficiles. Jusqu'ici, les moments les plus difficiles, je les ai passés en Afrique du Sud, le temps de me retrouver, le temps de voir un peu plus clair, le temps de comprendre ce nouvel environnement dans lequel je vivais. Mhm. Et voilà, ça m'a pris du temps. Et puis finalement, j'ai commencé à voir comment mettre des choses sur pied. Mais avant que cela n'arrive, je pense que ça fait un an et demi, 2 ans où tu vis aux dépens des gens. Et limite, tu redeviens bébé, quoi. Bébé avec tout ce qui va avec, quoi. C'est que tu te plais aux exigences des gens, à leur façon de fonctionner, à ce qu'ils veulent, même si des fois ça ne t'arrange pas parce que toi, en tant qu'homme, tu aurais aimé que ça se passe différemment. Donc, tu Mhm. suis ça. Et c'est ça, c'est aussi ça ouais, c'est aussi ça. C'est lorsque tu te lances dans des choses sans essayer d'avoir une certaine visibilité, quoi. Quand on dit qu'on va au front, c'est aussi ça le front. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et donc avec le temps, je comprends l'environnement, j'essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire. Oui, comme je disais, donc, ouais, tu vis aux dépens des gens. Et le temps de comprendre l'environnement, le fonctionnement des gens et surtout de penser un projet. Tout ce temps fou que ça te prend et tout, tu es au dépend des gens, quoi. Tu te plies à leurs exigences, à leur façon de voir les choses, et ça peut frustrer énormément. Donc moi, ça m'a pris le temps que ça m'a pris, 1 an et demi, 2 ans, et puis à ce moment, j'ai commencé je vais dire bien avant les 2 ans ou les 1 an et demi, j'avais déjà compris que l'école, c'était mort, quoi. Il n'y avait juste pas possibilité de payer l'université. Il y avait Mhm. effectivement les bonnes formations, les écoles qui ont des formations de qualité, Mhm. mais il n'y avait pas moyen. J'avais pas les sous qu'il fallait pour ne serait-ce que, je sais même pas, même faire un mois d'école là-bas. Comme j'aime souvent dire, lorsqu'on n'a pas les clés de la porte, qu'on doit avancer, on casse la porte, quoi. Et donc, j'ai demandé, j'ai appelé mon meilleur ami et je lui ai dit, OK, voilà la situation. Et je pense que j'ai un semblant de solution, quoi. Je peux ouvrir un petit truc où je fais de la maintenance informatique, tout ce qui est ordinateur, laptop et même téléphone, hardware et software, je peux gérer, quoi. Donc, et du coup, il fait un crédit en Allemagne et donc, c'est avec ça qu'on ouvre la boutique, quoi. Et c'est comme ça que je commence une activité en Afrique du Sud. Ok, sans te couper, Anissette, déjà, quel était ton état d'esprit? Parce que comme tu as dit ici à l'école, tu étais plutôt intelligent, tu arrives en Afrique du Sud, tu te rends compte qu'effectivement, c'est pas ce que tu pensais, tu galères un peu. Je veux dire, ton meilleur pote, au point où il s'est dit, ok, j'ai confiance en Anissette, au point de faire un prêt
pour son... Comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que c'est que votre amitié était forte au point où il croyait vraiment en toi, ou bien comment est-ce que tu expliques le fait que malgré le temps Non. passé loin l'un de l'autre, il y a cette confiance-là entre vous deux? Non, mais en fait, c'est le meilleur pote, quoi. C'est pas les trucs où on utilise les mots pour les utiliser. Les mots sont à leur place. Le meilleur pote, quoi. Et lui, c'est quelqu'un qui me connaît et qui me connaît parfaitement et qui sait que je suis entier. Et justement, pour rectifier ce que tu as dit, je ne pense pas que je sois intelligent. Je sais plutôt que je suis quelqu'un de déterminé, quoi. Donc, si on me dit que c'est 10 qu'il faut, si je me donne pour objectif d'avoir les 10 qu'il faut pour avancer, je les aurai, tu vois. Mais je ne suis pas celui qui va taper, qui va exceller, qui jouera les 15, les 17, les premiers et tout, mais déterminé. Et justement, ça, Junior le savait. Junior sait que lorsque je veux faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, quoi. Et donc, c'est pour ça que le voyage, même si les gens n'étaient pas d'accord, je suis allé jusqu'au bout. J'étais déjà en Afrique du Sud. J'avais constaté déjà que ce n'était pas du tout ce que j'imaginais, que c'était beaucoup plus difficile. Et pour me consoler, je me disais que c'est au cœur du danger qu'on se sent le plus en sécurité. Et j'étais là, quoi. Et j'ai fait appel à Junior, celui qui me connaît, qui sait que je suis entier et qui connaît mes capacités. Il m'a dit, gars, toi, tu veux des idées de fou. Mais à l'arrivée, on est surpris parce qu'il y a du résultat. Si tu dis que c'est ce qu'il faut faire, moi je suis là, je m'engage, quoi. Et c'est comme ça qu'il prend le crédit. C'est plus quelqu'un c'est parce que c'est plus qu'un frère. Au-delà de me connaître, il sait c'est quoi mes qualités. C'est le gars déterminé qui va toujours jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. OK. Wow. OK. So, Junior fait le prêt. Il te transfère les sous, donc tu continues. Et l'idée, c'était de continuer dans ta boîte pour maintenance informatique, c'est ça? Exactement. Je ne savais même pas qu'il y avait un Bipster quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Et donc, OK. ouais, et j'ouvre la boutique et ça se passe bien. Je travaille, j'ai des clients, ça se passe plutôt bien. Le déclic, c'est qu'à un moment donné, le déclic, c'est qu'à un moment donné, on casse. Il y a des bandits qui arrivent et qui vident de la boutique, quoi. Ils prennent Wow. tout. Les ordinateurs que je vendais, les ordinateurs des clients qui étaient chez moi, que j'avais fini de réparer. Tout. Et donc, un matin, j'arrive, il n'y a plus rien. Ouais, c'était le mois le plus difficile, quoi. Tu installé dans quelle ville en Afrique du Sud? Alors là, ce qui s'était passé, c'était dans la ville de Benoni. Moi, je restais à Bosberg. Et c'était dans la ville de Benoni. Et ouais, ça arrivé à Benoni là-bas et tout. Les gars, ils m'ont fait ça dur, comme on dit chez nous au Cameroun. Là, Et du coup, c'est quoi ta réaction? Tu arrives le matin, tu ouvres le bureau, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Non, je confirme seulement que je suis au front, vrai. Le front avec grand F, quoi. Que le front, comme on dit souvent, là, c'est ça, là, en fait. Tu vois, c'est comme si les événements sont là pour te rappeler que tu es au front, en fait. Que là où tu es parti, là, tu ne sais même pas. C'est la guerre. Quand les gens disent qu'ils partent à la guerre, toi, tu crois que c'est la rigolade. Oui, mais ça m'a rappelé que je suis au front, j'étais dépassé. Ouais, c'était une période hyper difficile. Oula, surtout j'imagine que le matériel qu'ils volent, c'est pas seulement le tien, mais celui de clients également que tu devrais... Bien sûr. C'était difficile, c'était une période difficile avec les clients et autres, machin. Mais bon, on a géré comme on a géré comme on a pu. J'ai décidé de changer de ville parce que je me disais que non, là, ça n'a pas donné, il ne faut pas forcer, quoi. Je suis allé dans une ville qui était plus retirée, c'est entre Cape Town et Johannesburg. Et là-bas, ça s'appelle Welcome. Et à Welcome, les gens étaient moins émancipés et tout. Et j'avais moyen, avec mon expertise, de proposer des trucs intéressants pour les gens là-bas en ce qui concerne la maintenance informatique. Et c'est ce que j'ai fait. Mais là, je vous dis, l'Afrique du Sud, c'est un pays merveilleux. C'est un pays hyper développé. On peut faire des choses hyper intéressantes. Mais malgré tout, tout ce qui est mis en place pour essayer en ce qui concerne la sécurité,
il y a toujours une insécurité. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a toujours le véritable problème de l'Afrique du Sud, c'est l'insécurité. Il y a plusieurs fois ici en France, je suis rentré chez moi, je suis arrivé à la gare à minuit, 1 heure, j'étais sur mon téléphone en train de rentrer à pied, sur mon téléphone en train d'envoyer des messages WhatsApp et tout. Des fois, j'envoie le message WhatsApp et pour être sûr que je ne rêve pas, je me peigne sur pour dire que, mais attends, je suis vraiment en train d'envoyer des messages avec mon téléphone comme je veux à 1 heure du matin. Je me pince et je dis non, je rêve pas, c'est vrai, quoi. Parce que, et donc, il y avait l'insécurité, comme pour dire que lorsque j'ai ouvert la deuxième boutique et tout, là, je me dis non, non, là, c'était pas une boutique que j'avais ouverte, je squattais dans la boutique de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui avait une boutique. Je lui ai dit que tu me donnes un espace et je gère. Comme on dit chez nous, je gère. Et donc, c'est comme ça que je squatte là-bas, ça se passe plutôt bien. Mais mon instinct m'a déjà parlé, c'est qu'il faut bouger, quoi. Ça t'a dépassé, tu vois. Ça m'avait dépassé. Donc, et puis je me dis, il faut bouger. Et ouais, je ne dis pas beaucoup avec comme. Et puis, j'arrive ici en France, quoi. Ok. Wow. Déjà, enfin, merci de partager. Je pense que c'est super important parce que dans la deuxième partie, quand on va parler de Beamster, je pense que beaucoup pourront se dire que la vie a toujours été rose pour toi ou bien, tu vois, vivre avec des artistes camerounais et africains, que tu vis un peu la vie de star, comme on dit. Mais c'est super intéressant d'avoir ce parcours-là parce que, tu vois, que ce soit à travers ta page LinkedIn ou bien le podcast que tu as fait avec, je crois, je sais plus Avec comment il Guy. s'appelle en allemand. Avec Guy, Guy. voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour le compte des débrouillards. C'est ça. Et on se, enfin, tu vois, c'est incroyable de dire que partant du pays, passer le ZIDAF, ne pas avoir son visa 2 années de suite, aller en Afrique du Sud, se débrouiller suffisamment pour ouvrir une boutique, se faire voler, changer de ville. Et j'imagine que tu n'en as pas parlé, mais j'imagine qu'également en termes de racisme, tu as dû voir ta part également là-bas. Ouais, il y a de tout, mon frère. C'est on va finir en 2035. Waouh! Il faut bâcler rapidement. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Mais bon, moi, j'ai vraiment pas du mal à raconter cette histoire-là, quoi. Tu vois, c'est mon histoire. Et je pense que c'est même tous ces challenges-là qui font vraiment de moi qui font de moi ce que je suis, quoi. Tu vois, je ne suis pas, je ne prétends pas être, je sais pas qui. Mais je pense que chaque fois que je fais un pas en avant, c'est parce que j'ai pu surmonter ces épreuves-là, tu vois. Et aujourd'hui, moi, quand je prends la parole, j'ai toujours envie de parler au nom de ces personnes qui ne sont pas diplômées, mais qui peuvent réaliser des choses parce que c'est ce que je suis. Je n'ai que le baccalauréat, mais je suis aujourd'hui à la tête de Beamster. Et ma plus grosse fierté, c'est d'avoir travaillé avec plus de 30 personnes, avoir pu assurer en termes de leadership, de management, de gestion de projet. C'est fou, quoi. Je n'en reviens même pas. Parce que ce que le système veut souvent nous vendre, c'est que si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas arriver à réaliser ça. Aujourd'hui que nous, on fait des choses, il faut qu'on parle pour que les gens puissent s'identifier à nous pour bousculer les codes et défoncer les portes, quoi. Ouais, super. Franchement, merci de. Et je pense même que, enfin, je donne encore du crédit parce que certains y arrivent sans forcément vouloir partager leur histoire, tu vois. Donc, franchement, Atalakou à toi déjà pour en parler. Et puis, comme on dit, hein, que ce soit encore une fois les frères, les sœurs, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, je pense que rien qu'à travers cette première partie de ton histoire, c'est déjà suffisamment inspirant. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à nous suivre pour la deuxième partie. On va parler un peu plus donc de ton parcours à partir du moment où tu arrives en France jusqu'aujourd'hui. Donc, la création de Beamster, les joies, les difficultés. Et je pense qu'on en apprendra un petit peu plus de toi. Donc, encore une fois, Talakou à tous ceux qui nous écoutent jusqu'à présent et rendez-vous en deuxième partie pour la suite de l'histoire d'Anissé.